Bonjour, ici Guillemette pour Amaourire et Grandir Autrement. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. J'ai eu la grande joie d'interviewer le docteur Olivier Soulier, d'interviewer Christian Flech et le docteur David O'Hare pour faire connaître une autre vision de la maladie que celle communément admise. Tous venaient de la médecine occidentale, conventionnelle. Aujourd'hui, je vous présente Michel Odoul, un occidental spécialiste en médecine orientale. Son parcours est tout à fait atypique puisqu'il vient du monde de l'entreprise. Il nous racontera ce qui l'a amené à changer de voie, à choisir celle du sens plutôt que celle toute tracée de ses études en école de commerce. Aujourd'hui, il est à la tête de l'Institut français de Shiatsu et il est aussi l'auteur d'un grand nombre de livres, dont le très fameux « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Les cris du corps sont des messages de l'âme, tout est dans le titre. Alors Michel Odoul, vous avez une place toute particulière pour moi parce que c'est de vous que vient la métaphore de la calèche, qui est celle que mes clientes connaissent très bien maintenant parce qu'elle est à la base de l'accompagnement que je leur propose. Nous aurons l'occasion d'y revenir ensemble. Donc, au programme aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de ce grand homme et de porter un autre regard sur votre corps et sur ses mots. Mon fil rouge reste les femmes, le féminin, et nous y reviendrons régulièrement. Alors, entamons la première partie de cet entretien avec vous, Michel Odoul. Je vous laisse vous présenter. Ah oui, quel gageur. Je pense que le plus simple, c'est de me présenter à travers ma casquette actuelle, puisque je suis effectivement, comme vous l'avez dit, le fondateur d'un institut de formation professionnelle qui s'appelle l'Institut français de Shiatsu, dans lequel j'enseigne cette technique thérapeutique japonaise, qui est la deuxième médecine officielle du Japon, qui s'appelle le Shiatsu, et qui est une technique corporelle qui fonctionne par des pressions des doigts sur des zones corporelles, des points d'acupuncture et des méridiens d'acupuncture. Je suis également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont celui dont vous parliez tout à l'heure, qui est effectivement un best-seller, en ce sens où j'ai déjà dépassé largement les 600 000 exemplaires de cet ouvrage. Et je crois qu'à travers lui, j'ai pu exprimer et traduire quelle était ma recherche, ma passion et mon travail, à savoir essayer de comprendre qu'est-ce qui peut faire qu'on constitue des liens entre le corps et l'esprit. À travers mes vécus et mes ressentis dans mon corps, y a-t-il quelque chose que je puisse avoir à comprendre ? Et ainsi aller vers cette question qui est une question finalement peut-être sociétale, qui est extrêmement importante, qui est la question du sens. Et la question du sens pris dans son acception la plus large, c'est un mot très particulier, le mot sens. C'est un mot en fait qui va signifier à la fois la direction, c'est un mot qui va signifier un outil de perception du réel, nous avons 5 sens, et puis peut-être même un 6e. Et enfin, c'est le mot qui a un sens particulier à travers justement la signification ou la signifiance de quelque chose. Et que peut-être bien que les 3 sens qui sont associés à ce mot-là ne sont pas dissociables et font que l'individu qui rencontre à des moments donnés des souffrances ou des douleurs, des ressentis ou des interpellations dans ses vécus physiques, est peut-être quelqu'un qui est dans un moment de sa vie où il a besoin de se poser des questions sur le sens de celle-ci, le sens de ce qu'il rencontre. Et cette interpellation-là, qui est une interpellation à être, eh bien malheureusement, moi je constatais dans ma démarche, et on aura sans doute l'occasion de l'évoquer, que nous avions à la fois la chance et à la fois la malchance d'avoir la capacité à faire taire ce qui s'exprime. Et c'est vrai que faire taire ce qui s'exprime est quelque chose qui va faciliter le confort au quotidien, mais qui est peut-être quelque chose qui, si derrière cette souffrance-là, nous nous servons de ce qui nous permet de faire taire le symptôme uniquement pour anesthésier la conscience, c'est quelque chose qui va devenir fortement problématique et conduire finalement le principe de vie, selon cette image de la calèche que vous évoquiez tout à l'heure, à crier un tout petit peu plus fort, c'est-à-dire à nous amener à une interpellation que nous n'allons pas pouvoir éviter d'entendre. C'est donc tout un schéma et tout un processus que j'ai eu à mettre en place. Mon livre, il est sorti il y a déjà 25 ans, donc, et il continue à avoir toujours le même succès. Ça m'a beaucoup étonné au début, puis au fur et à mesure, parce que derrière ce livre-là, il y a un peu plus de 6000 consultations.
Donc, au fur et à mesure du temps, etc., je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être logique et que j'étais venu à un moment donné, comme disent beaucoup de mes patients, j'étais venu mettre des mots sur des ressentis ou des sensations que les gens avaient par eux-mêmes, que nos grands-mères connaissaient. Quand elles nous disaient que si j'avais mal au dos, c'est peut-être parce que, entre guillemets, j'en avais plein le dos, et qu'à travers un langage de bon sens simplifié, elles nous disaient déjà cela. Et toutes les traditions du monde connaissaient cela. Seulement, la nôtre, elle avait été un petit peu estompée par cette science glorifiante du 19e siècle qui croyait tout réduire à la matière. Et elle nous avait éloignés de ce lien corps-esprit, qui était un lien consubstantiel, qui existait avec Hippocrate et sa théorie des humeurs, et etc., dans notre pensée occidentale, mais que nous avions perdu de vue. Et c'est ce qui m'a aidé, moi, c'est justement cette connexion avec l'Orient, parce que l'Orient n'a jamais dissocié ces relations entre le corps et l'esprit. La médecine traditionnelle chinoise, qu'on connaît à travers l'acupuncture, etc., a des théories très, très élaborées à ce sujet-là. Les techniques orientales, et notamment la vision, qui est la vision des Japonais à travers leur philosophie shinto et les notions de kami, comprend très, très bien comment de l'invisible et du subtil peut être agissant sur la réalité matérielle et physique. Donc, en fait, ce serait ça le grand oublié de la médecine conventionnelle occidentale aujourd'hui, c'est ce lien-là, ce lien Oui, corps-esprit. oui. C'est Julien Green qui disait que le grand péché du monde, c'est l'ignorance ou le rejet de l'invisible. Mais vous dites que cette dichotomie du médecin qui ne veut pas traiter les émotions ou du psy qui ne veut pas s'occuper du corps, elle est inhérente Mais à… ça fait partie des concepts, ça fait partie. Les structures et les dogmes et les protocoles de la médecine allopathique pure et dure, c'est je soigne le corps et je fais taire le symptôme. Les principes et les présupposés de la psychologie pure et dure, c'est je traite l'esprit et je ne touche pas au corps. 99% des psychothérapies ou des différentes formes de psychanalyse ne sont que dans le verbal, ne touchent jamais le corps. Or, s'il y a quelque chose qui peut être un boost phénoménal, c'est justement la réinstauration, dans un travail d'analyse quel qu'il soit, d'associer celle-ci à un travail corporel, et n'importe quelle zone corporelle, bien entendu, parce qu'on aura peut-être l'occasion de le développer, mais les zones corporelles sont directement prises avec des champs psychiques particuliers. En médecine traditionnelle chinoise, on a élaboré depuis plus de 3500 ans qu'il n'y avait pas qu'un seul type de dépression, mais qu'il y en avait 5, qu'on n'avait pas qu'un seul type de corps physique, mais qu'on en avait 5, et qu'on avait un certain nombre de besoins, et qu'on avait un certain nombre donc de ressentis de manque, etc., qui généraient et créaient des déséquilibres, et qu'un certain type de déséquilibre allait avoir un impact sur un certain organe précis, ou la maltraitance d'un organe précis allait avoir des conséquences sur le plan psychique. Et donc ça on le savait dans cette médecine-là, mais dans la nôtre, on rejette. Moi, les difficultés les plus grandes que j'ai eues au départ, aujourd'hui, c'est un petit peu plus différent parce que le succès des bouquins, le nombre de gens que j'ai formés, d'interventions que j'ai fait font que j'ai obtenu une certaine image, une certaine reconnaissance. Mais pendant une quinzaine d'années, n'étant ni médecin, j'étais rejeté par la médecine, ni psychologue, j'étais rejeté par les psychologues. Et je me retrouvais dans une espèce de marginalité qui, je ne vous cache pas, me faisait très plaisir, mais en même temps ne facilitait pas le travail. Parce que nous sommes, en tout cas à minima en France, dans une sorte de cloisonnement des systèmes, de corporatisme des systèmes, et qui font que si vous voulez parler de psychologie, il faut que vous soyez psy. Si vous voulez parler de médecine, il faut que vous soyez médecin. Parce que je pense qu'il y a là un potentiel inimaginable de facilitation du soin et du traitement. Parce que ce que je propose d'envisager, la constitution des liens entre le corps et l'esprit, n'implique et ne signifie à aucun moment qu'il ne faille pas traiter le symptôme, mais qu'il faille le faire en conscience de ce qu'il nous dit. Parce que c'est ça qui évitera les futurs comportements répétitifs, à nouveau pathogènes ou accidentogènes. Et comment vous justifiez et vous expliquez ces comportements répétitifs? Pourquoi est-ce que le corps, sous prétexte que l'information n'est pas traitée, va nous renvoyer encore et encore son message et toujours de plus en plus fortement? Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous veut du bien. Contrairement à ce que l'on pense, la maladie et la souffrance n'est pas un ennemi ou quelque chose qui nous veut du mal. C'est quelque chose qui, comme un enfant qui a l'impression qu'on ne l'écoute pas, a besoin de faire un peu plus de bruit ou de faire des bêtises ou de faire mal pour qu'on finisse par porter notre attention sur lui. Parce que nous sommes des enfants issus d'une culture
qui nous a fait croire que le progrès, c'était la facilité et que le confort, c'était l'absence d'effort. Et bien entendu, nous sommes dans l'évitement permanent de tout ce qui nous gêne ou nous pose problème. Donc nous considérons que notre corps est une pure et simple machine qui doit nous servir tel qu'on le veut, quand on le veut. Sauf qu'à un moment donné, si ces comportements ne sont pas satisfaisants vis-à-vis de lui, il y a un moment donné où il va essayer au plus profond de lui-même de réagir. Mais nous avons une structure consciente qui s'appelle l'ego et qui s'appelle le moi, qui ne supporte pas d'avoir tort. Donc qui va avoir du mal à entendre, qui ne va pas supporter d'entendre que quelque chose lui dit, mais tu sais, la manière dont tu vis, comprends ou fais les choses n'est peut-être pas la bonne et c'est elle qui est à la base de ta souffrance. Ça, lui, il ne va pas pouvoir l'entendre parce que ça voudra dire qu'il s'est trompé. Et donc, il va mettre les freins les plus forts qu'il va pouvoir connaître pour pouvoir éviter de reconnaître ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour anesthésier ce qui, au plus profond de nous-mêmes, qui est le passager intérieur de la calèche, qui s'appelle le soi, que vous pouvez appeler comme le guide intérieur ou ce que vous voulez, en tout cas l'âme, la vie avec un V majuscule, essaye de nous envoyer. Et en anesthésiant cela, bien entendu, il coupe un lien fondamental. Donc, celui qui prend la main, c'est le cocher alors? Celui qui prend la main, c'est le cocher. Il croit que c'est lui. Sauf que le cocher, il peut s'endormir, il peut s'anesthésier ou s'enivrer par le travail, par l'alcool, le tabac, le sexe, l'hyperactivité, le sport. Voilà, des gens qui font du sport à outrance deviennent des drogués de leur pratique, les gens qui travaillent trop deviennent des drogués de leur pratique, etc. Parce que ce sont des comportements qui sont douloureux pour notre corps, et celui-ci va chercher à estomper un peu la douleur. Il va donc fabriquer des endorphines, puis ensuite des hormones de récompense et de satisfaction, et c'est ça qui va nous mettre en état de dépendance. Sauf que là, nous sommes un peu comme la personne qui court avec un bâton au bout de son doigt et qui essaye de le tenir en équilibre. Eh bien, elle est obligée de courir de plus en plus vite, et de toute façon, la conclusion à la fin, c'est toujours la même. C'est qu'à minima, le bâton tombe, voire les deux. Ouais. Et plus nous serons capables de faire taire les choses, plus, bien entendu, la vie ira chercher des capacités de se manifester en profondeur que nous ne pourrons pas faire taire pour nous obliger à entendre. Je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit de la vision de certaines médecines alternatives qui se veulent exclusives. C'est un vrai problème et c'est un vrai danger. On ne doit pas considérer qu'on est là dans de la pensée magique ou qu'il suffit d'eux ou yaka, etc. Ça serait beaucoup trop simple, ça serait beaucoup trop facile. Et si ça fonctionnait aussi efficacement que ça se saurait. Et je crois que ce qui est constitutif de la maladie, ce sont des éléments multifactoriels qui donc viennent de différentes origines qui, à un moment donné, trouvent une congruence en nous, mais qu'à l'inverse, bien entendu, ce qui va soigner doit aussi être multifactoriel. Ne donner que le sens, à quelques exceptions près, on arrive. Moi, j'ai eu des cas de rémission spontanée particulièrement troublants, sans même avoir besoin de toucher le patient ou la patiente. Ce sont des cas d'espèce qui sont des cas que l'on rencontre dans d'autres approches qu'on appelle des rémissions spontanées. Mais en dehors de ces quelques cas rarissimes d'espèces, la guérison, elle émane toujours d'une congruence de soins. En soignant le corps, on facilite le travail. Si j'ai une énorme migraine, c'est très bien de me poser la question de savoir qu'est-ce qui me prend la tête. Mais je pense que si je le fais en ayant pris une aspirine pour avoir moins mal à la tête, je pourrais mieux réfléchir. Le problème, c'est lorsque je prends l'aspirine pour m'éviter de réfléchir. Et que la congruence des éléments, le soin du physique, parce que la douleur n'est pas quelque chose qui amène une capacité de conscience ou de réflexion plus grande, c'est elle qui nous incite à ouvrir la conscience. Mais que calmer et travailler la pathologie ou la douleur, et venir là-dessus, amener la réflexion, l'interrogation sur ce qui ne va pas, sur quelle est la manière avec laquelle je pense, je comprends ou j'avance sur le chemin de la vie, qui ne me convient pas, qui ne convient pas à ce que je suis dans ma réalité. À partir de ce moment-là, on va avoir, entre guillemets, une complétude, si j'osais cette terminologie, et faire le traitement, passer le stade du soin pour aller vers celui de la guérison. Parce qu'on reconstitue l'équipe. Le moi et le soi vont refonctionner ensemble. La dimension corporelle va pouvoir être réassociée à la dimension du champ de la conscience. Parce qu'on dit en Orient que la maladie émerge du morcellement et la santé émerge de l'unité.
mais pas l'unité comme ça, comme étant quelque chose. Non, l'unité est le lien fondamental entre le corps et l'esprit. Parce que dans toute partie du corps malade, il y a la signature que la conscience de cette partie du corps a disparu. Et que la tension douloureuse oblige à réamener de la conscience dans cette zone pour venir rétablir l'équilibre qui a été perturbé par la disparition de cette conscience. Parce que cette conscience, dans le sens large du terme, c'est ce qui anime le vivant, c'est ce qui anime le biomécanique qui sinon n'est que végétatif. Donc, en gros, c'est ça qui ferait obstacle à la guérison. Oui, Dans vos consultations, vous avez pu rencontrer des échecs au sens de non-réparation physique. oui, Vous les oui. expliquez donc par ce morcellement, cette idée de ne traiter qu'une seule des ramifications, qu'une seule des branches et pas les autres, en fait. Oui, avec sans doute le fait que dans ces situations et dans ces cas-là, je n'avais peut-être pas pu faire le repérage ou l'anamnèse suffisante pour aller sur la bonne clé et le bon point sur lequel il fallait travailler, que je n'avais peut-être pas identifié la vraie racine pour laquelle j'aurais pu employer les bons mots MOTS pour Ouais, aller c'est toujours nommer les pareil. mots MAUX, Mm. et que donc dans le travail, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu amener le patient à reconnecter ces éléments-là. Parce que ça, c'est une des données majeures et fondamentales que j'enseigne dans mes formations, à savoir que le rôle du praticien, ça n'est pas d'être celui qui sait, c'est d'être celui qui sait ce que le patient a et qui doit savoir que le patient est lui celui qui sait la chose. Et donc, le praticien doit amener le patient à constituer les liens lui-même. À prendre Parce que conscience. c'est là où il y a voilà, l'effet d'insight, l'effet de révélation, qui reconnecte les éléments fondamentaux au plus profond de l'individu et font qu'à ce moment-là, celui-ci redevient acteur de ce qui se passe en lui. Ça, Il n'est plus. je le vis quotidiennement avec mes clientes. Tout l'enjeu Oui, est là, c'est qu'elles prennent oui, conscience elles-mêmes. Alors que moi, j'ai pu parfois identifier le point dès le début de la première séance, mais ça sert à rien si j'arrive pas à faire oui, appuyer sur l'interrupteur, quoi. voilà. Et ça, moi, j'ai élaboré toute une façon de conduire l'entretien. J'enseigne une technique que j'appelle le semage de graines, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que quand on parle au premier niveau avec un patient, ce qui nous répond d'abord, c'est son moi et son ego, et donc lui, C'est le il est plutôt en cocher. protection. Voilà. D'accord. Et donc, il faut savoir comment faire pour l'associer, lui, à ce qui se passe, pour éviter qu'il intègre que c'est une remise en question de la façon dont il a compris le monde jusqu'au moment où il nous parle. Et la deuxième des choses, c'est amener l'information d'une manière indirecte, pour que la maturation se fasse en elle-même. Et la plupart du temps, ce qui est très troublant, c'est que c'est au moment où le patient s'allonge sur le futon au sol, ou se relève de ce futon, ou arrive à la porte, qui dit « Bon sang, mais c'est bien sûr ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est ça, ou etc. » Voire éventuellement quand il vient à la deuxième séance en disant « Écoutez, cette nuit, j'ai fait un rêve incroyable, et effectivement, voilà. » Ou « Je me suis souvenu de ce que vous aviez évoqué, et effectivement, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie. » Et à partir de ce moment-là, là, c'est quelque chose qui est profondément gagné. J'étais très séduite par cette image de la calèche. Est-ce que Oui, vous voulez bien la présenter à ceux qui nous écoutent? oui, alors, présentation brève ou longue? Comme vous voulez, c'est en fonction du temps que vous m'accordez. Ben, écoutez, l'image de la calèche est une image très basique qui nous propose d'envisager que l'être humain, finalement, et donc nous-mêmes, eh ben, sommes des sortes de calèches qui avancent sur un chemin particulier qui s'appelle le chemin de la vie. Cette calèche représente et symbolise notre corps physique, et elle est tirée par des chevaux qui symbolisent et représentent nos champs émotionnels, nos émotions, montrant déjà combien nos émotions, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous émotion, ça veut dire d'ailleurs mettre en mouvement, et donc ce qui nous fait avancer sur le chemin de la vie et qui nous tire, ce sont nos émotions. Ces émotions et ces chevaux sont tenus par des rênes qui sont tenues elles-mêmes par un cocher qui représente notre mental, et à l'intérieur de cette calèche, il y a un passager qui représente notre maître intérieur, notre soi, notre âme, notre inconscient. On met les mots que l'on souhaite en fonction des croyances qui sont les nôtres, ça n'a pas vraiment d'importance. Et cette calèche, elle avance bon an mal an sur le chemin de la vie, tirée par les chevaux. Il arrive parfois que le cocher, parce qu'il croit qu'il est omnipotent ou qu'il est puissant, c'est-à-dire le moi, l'ego, eh bien, pense qu'il peut conduire la calèche très vite, au risque finalement d'avoir un accident et de faire verser la calèche.
En tout cas, ça rendra le chemin confortable. Il arrive parfois que le cocher, parce qu'il est fatigué, parce qu'il s'est enivré, parce qu'il s'est assoupi, eh bien, ne tienne plus les rênes des chevaux, c'est-à-dire des émotions. Et à partir de ce moment-là, ces émotions vont nous déborder et la calèche va être tirée dans les directions où les chevaux veulent aller ou ont envie d'aller. Il arrive à l'inverse, et donc que nous soyons menés par le bout du nez par nos champs émotionnels et que nous soyons complètement emportés par eux. Il arrive à l'inverse que le cocher veuille trop brider et tenir des rênes trop serrées de ses chevaux, donc que nous veuillions trop brider nos émotions. Et tant que le cocher tient bien les rênes, ça va, mais à partir du moment où soit il perd de sa vigilance parce qu'il est fatigué, ou etc., ou soit qu'un insecte vienne piquer les chevaux, eh bien, il arrive que ceux-ci s'emballent et deviennent fous. Nous sommes complètement débordés par nos champs émotionnels, nous avons une colère d'une brutalité inimaginable qui explose, et à partir de ce moment-là, bien entendu, c'est la catastrophe. Cette calèche qui avance sur ce chemin de la vie, elle rencontre de temps en temps des trous, des chaos, des cailloux, ce qu'on appelle des ornières, des virages, des zones de moindre visibilité avec du brouillard, etc., qui sont tous ces éléments qui signifient et symbolisent tout ce que peuvent être à des moments donnés de notre vie un certain nombre d'écueils que nous pouvons rencontrer, les trous et les nids de poules qui sont les chaos de la vie, qui sont les secousses de la vie. Et si le cocher n'est pas suffisamment vigilant ou ne les évite pas ou passe trop vite dedans, eh bien le voyage va être très inconfortable pour le passager qui est dans la calèche, qui s'appelle le maître intérieur, qui à un moment donné va se devoir d'intervenir. Alors de taper au carreau, éventuellement, ce sont les moments où nous avons des ressentis un peu de malaise ou de mal-être, voire même un cran plus loin, c'est-à-dire de mettre la calèche en panne pour obliger le cocher à s'arrêter et à être obligé de faire le point, comme nous sommes censés d'ailleurs le faire quand nous roulons beaucoup en voiture. Il arrive aussi que cette calèche, sur ce chemin, elle rencontre ce qu'on appelle des ornières, c'est-à-dire les traces qui ont été laissées par d'autres sur ce chemin, qui nous ont précédés sur ce chemin. Et ces ornières sont finalement très pratiques parce que quand les roues de la calèche sont dedans, il n'y a plus à s'occuper de rien, elles sont directement guidées comme des rails. Et tout va très bien, sauf si ceux qui nous ont précédés sont allés au fossé, parce qu'à ce moment-là, nous allons aller nous aussi au fossé. Et ces ornières qui représentent les schémas qui nous ont été proposés par nos ascendants, nos ancêtres, ceux qui nous ont montré le chemin au préalable, eh bien, peuvent à des moments donnés nous conduire dans des zones qui sont des zones accidentogènes. Et ça nous permet de comprendre tout ce qu'on appelle les reproductions de schémas de tous ces gens qui, parce qu'ils ont eu des parents qui se sont séparés, n'ont pas pu faire tenir leur propre couple, ou les enfants battus qui eux-mêmes rebattent leurs propres enfants le jour où ils en ont, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, etc. Tout ce qu'on va appeler ces reproductions de schémas-là. Enfin, sur ce chemin de la vie, nous pouvons rencontrer aussi de temps en temps des zones de virage où le chemin tourne, qui sont des moments où dans notre vie, il y a des changements de direction importants qui sont à faire. Et si notre cocher conduit ou arrive trop vite, eh bien, nous nous mettons en danger d'avoir un accident et que ce changement de direction soit un accident catastrophique pour nous. Ou si jamais derrière le virage qu'il arrive à passer, il y a un obstacle, arrivant trop vite, il va aller se percuter sur l'obstacle. C'est-à-dire tous ces moments où nous avons voulu faire trop vite des changements de direction dans notre propre vie et que nous sommes allés nous écraser contre un obstacle que nous n'avions pas prévu, ne signifiant pas pour autant que le changement de vie n'était pas bon, mais que la façon de le faire n'avait pas été la bonne. Et enfin, il y a tous ces moments où sur ce chemin de la vie, bien, notre calèche rencontre des zones de moins grande visibilité, des zones de brouillard, des zones d'ombre. C'est ces moments de notre vie où nous sommes justement nous-mêmes perdus, nous n'avons plus de visibilité, nous ne savons plus où nous en sommes, et où il y a une vraie nécessité à ce que le cocher descende de la calèche et aille saisir les rênes des chevaux à main et marche à pied en se guidant sur les repères fondamentaux du chemin, que sont les bords de ce chemin, que sont les fossés dans lesquels il va avoir la visibilité, qui sont tous ces moments de notre vie, où quand nous sommes perdus et nous ne savons plus où nous en sommes, eh bien nous devons aller vers cette philosophie du carpe diem qui nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine et que l'on doit rester vigilant sur les repères fondamentaux, que sont ces bords du chemin, le jour, la nuit, la vie, la mort, demain est un autre jour, et etc., etc., etc. Et donc, on a derrière cette analogie, cette parabole de la calèche, un outil absolument incroyable qui est vraiment très, très éclairant. Par exemple, pour ce qui est la question du
soins et de la manière avec laquelle on peut soigner. Je prends l'analogie d'un monsieur qui conduit sa voiture et à qui on n'a pas appris que pour changer de vitesse, il fallait débrayer. Donc le monsieur, il est là, il conduit, crac, 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 puisqu'il change les vitesses sans débrayer. Et bien sûr, au bout d'un certain temps, ben, la boîte de vitesse lâche. Donc ce monsieur amène sa voiture au garage, et le garagiste regarde et démonte la voiture, et il dit « Ah ben oui, c'est normal que vous soyez en panne, c'est la boîte de vitesse, il y a un pignon qui est cassé. Donc je vais remplacer ce pignon, vous le remontez, comme ça tout ira bien, vous pourrez repartir. » Il répare la boîte de vitesse, il la remet dans la voiture, la personne repart, et qu'est-ce qu'elle fait? Crac, 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 voilà. Tant qu'on n'aura pas expliqué à la personne que pour changer de vitesse, il faut débrayer, la personne continuera à endommager son véhicule. Vous remplacez véhicule par corps, vous remplacez débrayer par comportement, etc. Et vous avez là une analogie qui vous permet de comprendre que tant que je ne comprends pas, que tant que je n'ai pas de conscience de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que ça implique, je suis quelqu'un qui peut mettre son véhicule, qui s'appelle son corps, en péril. Alors moi, je vous mets en situation, admettons que je suis quelqu'un qui n'adhère absolument pas à votre pensée, je suis Oui, quelqu'un de très cartésienne, médecin à oui. l'ancienne. Comment vous présentez votre pensée pour que ça me fasse tilt aussi fortement que ça a pu l'être avec le cocher ou ce que vous expliquez pour… Mais il y a plusieurs niveaux d'explication. La première, ça va être une analogie réelle pour comprendre comment le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que l'idée de fond, c'est qu'il y a une énergie commune qui gère à la fois un organe ou une partie du corps et un pan du psychisme qui rentre en résonance avec lui. Selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, nous avons un corps qui est construit en termes de système organique, et nous avons donc de facto par résonance un esprit qui est construit sous forme de système psychique. L'énergie qui nourrit l'organe est celle qui permet au psychisme de fonctionner. Comment on peut illustrer ça? Mon estomac, c'est ce qui me sert à digérer les aliments matériels, les nutriments. La médecine traditionnelle chinoise me propose de penser qu'il y a un pan de mon psychisme dont le rôle, c'est de me permettre on va enlever le dit et on va mettre de gérer les informations ou aliments matériels psychiques dont je me nourris. C'est la même énergie qui gère ces deux éléments-là. Si je fragilise l'organe, il va appeler l'énergie là où il en a, il va donc aller la chercher aux dépens du plan psychique. Si je force sur le plan psychique, le plan psychique va aller chercher l'énergie où ça, là où elle est disponible, c'est-à-dire dans l'organe auquel il est associé. Exemple basique très simple. Je mange beaucoup à midi. L'après-midi, je vais avoir du mal à traiter un dossier compliqué. Je vais avoir du mal à gérer les informations matérielles parce que mon estomac a besoin de beaucoup d'énergie. L'énergie va aller vers l'organe. À l'inverse, je suis un businessman qui passe son temps à traiter les affaires sans arrêt. Je vais finir par me déclencher la pathologie favorite des businessmen qui s'appelle ulcère à l'estomac. Ouais. L'appel d'énergie vers le pan psychique, en résonance avec l'estomac, va se faire aux dépens de l'organe qui s'appelle l'estomac. Les médecins ont été très interpellés il n'y a pas très longtemps. J'étais intervenu dans un congrès, le congrès des médecins cardiologues d'Île-de-France, en France, et ils étaient très interpellés par des études qui étaient sorties sur une pathologie, une maladie qui s'appelle le syndrome du cœur brisé, ce qu'on appelle le Takotsubo, qui est une pathologie qu'on appelle, c'est la cardiomyopathie de stress. Ils ont en fait constaté, ça s'appelle le Takotsubo parce que ça a été étudié depuis les années 60 au Japon, que les personnes qui vivent un traumatisme psychique affectif, donc notamment une rupture sentimentale affective, qui les impacte fortement, ont de réelles déchirures de la fibre du myocarde qui laissent des cicatrices musculaires dans le corps et sont donc des gens dont le cœur est fragilisé et qui ont une propension plus grande que les autres à faire plus tard des infarctus. Et donc, on voit combien le cœur, qui sert à pomper la vie et à distribuer la vie, etc.,
lorsque je vis une tension psychique qui est en lien avec ce rapport à la vie, ça va se faire aux dépens de l'organe. Et donc, par des exemples et des analogies comme cela que l'on connaît, on sait très bien que ça fonctionne de cette façon-là, eh bien, on arrive à admettre un peu plus facilement que ça puisse fonctionner. Pourquoi y a-t-il une difficulté à l'admettre? Parce que derrière l'idée de constituer des liens entre le corps et l'esprit, le premier réflexe qui vient, c'est « Ouh là là, on est dans la pensée magique. On est dans le « il n'y a qu'à penser ceci, il n'y a qu'à faire cela ». Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est à la fois quelque chose qui est aussi simple que cela et en même temps un petit peu plus complexe parce que les chemins par lesquels ça passe sont des chemins différents. Mais ça permet de comprendre comment, dans la vie et dans le vécu, ce qui est important, ce n'est pas le vécu lui-même, mais c'est l'interprétation que nous en avons fait. Ça, c'est sûr. Et que celle-ci va avoir un effet plus ou moins important. On sait pertinemment que les stress sont immunodéprimants. Alors pourquoi est-ce qu'on s'étonne que quelqu'un qui a un choc émotionnel voit son immunité chuter et ouvre la porte à un microbe qui était présent depuis déjà un certain temps autour de lui, mais auquel il n'avait pas ouvert la porte, sauf au moment où il en a eu besoin. Parce que l'idée, c'est que changer sa pensée à voir l'événement choc en conscience suffit pas à retrouver la santé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant, bah non, il faut aussi agir sur le corps, se Bien sûr, ça contenter y participe, bien sûr. Ouais. À quelques très rares exceptions près, mais si je me casse le fémur, c'est bien de réfléchir à pourquoi je me suis cassé le fémur, mais c'est bien aussi de me mettre une attelle, c'est bien aussi de me mettre une barre de traction pour faire que celui-ci puisse consolider. C'est logique. Voilà. Dans l'approche sur la question du sens, il faut prendre en compte le fait qu'il n'y a pas une maladie, mais il y a des malades. C'est-à-dire que pour la même manifestation symptomatique, il puisse y avoir des origines différentes. Et ça, c'est quelque chose qui pose un vrai problème à la science mécanique et allopathique, parce qu'elle a besoin de protocoles systématiques. Ça a été la grande discussion que j'avais eue dans le DUMM à la fac de Strasbourg, avec un certain nombre des médecins qui étaient présents. C'était leur besoin de publications et de protocoles. Mais je leur dis, mais les protocoles ne pourront exister que le jour où on adaptera ces protocoles. On ne peut pas demander à quelque chose qui prend en compte des champs du subtil d'avoir des résultats protocolaires fonctionnant selon les principes de la mécanique. Et je leur disais, vous le savez pertinemment que ça ne fonctionne pas pareil, puisque beaucoup d'expériences qui fonctionnent in vitro ne fonctionnent plus in vivo. Et que par conséquent, ce que le protocole permet de déterminer sur le plan de la biomécanique pure ne fonctionne pas lorsque cette biomécanique devient une réalité humaine, c'est-à-dire une biomécanique animée par quelque chose qui s'appelle un esprit. L'énergie sexuelle est une composante fondamentale, mais ça n'est pas la seule. Ça n'est pas la seule. Il y a dans les visions de la médecine orientale, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont vulgarisées, notamment sur la question des latéralités, qui est une grande question sur laquelle il y a malheureusement des erreurs qui sont faites, qui m'a amené d'ailleurs à publier une version augmentée de 10 mois où tu as mal, pour vraiment aller mettre le doigt sur, attention, ne disons pas n'importe quoi. Beaucoup de gens issus du monde de la psychologie ou de la pensée, par exemple, nord-américaine, entre guillemets, se trompent sur cette question des latéralités. C'est très dommageable parce que parfois, ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc, dans la vision de l'Orient, l'énergie vitale fondamentale est une énergie qui est issue de la rencontre entre les énergies du ciel et de la terre, qui sont donc les énergies que l'on obtient de façon très basique et schématique à travers l'alimentation pour l'énergie de la terre et la respiration pour l'énergie du ciel, mais aussi dans des champs plus subtils avec l'atmosphère, l'ambiance environnante pour l'énergie du ciel, et le tellurisme, le magnétisme et le feng shui pour ce qui est l'énergie de la terre, qui en se rencontrant constitue une énergie qui s'appelle l'énergie essentielle. Et cette énergie-là va s'associer à une énergie primordiale, originelle, propre et consubstantielle à chaque individu, qui s'appelle le Yuan Chi, et qu'on connaît ensuite avec l'association des énergies parentales et de celles du moment de la naissance à travers ce qu'on appelle les énergies ancestrales. Et ce sont ces trois énergies qui constituent ce qu'on appelle l'énergie vitale, qui circule à l'intérieur du corps humain. Donc, on a perdu l'énergie sexuelle, là. Oui, elle est au milieu de ça. Elle est au milieu de ça. Que ce soit un vecteur de pulsion de vie, oui, ça c'est autre chose.
qu'elle soit à l'origine, à l'essence même de ce qu'on va appeler le champ du désir de vie. Oui, mais il faut savoir que là aussi, il y a des champs fondamentaux qui sont au nombre de 5. Il y a 5 éléments fondamentaux, 5 principes fondamentaux en médecine traditionnelle chinoise, et le désir en est un. Vous pouvez nous Mais les il y a... rappeler? Pardon? Il y a le désir. Oui, alors, ce sont les 5 émotions et les 5 champs émotionnels fondamentaux qui sont associés aux 5 principes. Donc, le principe du bois, qui est porté par l'énergie du foie, c'est la conscience du moi, c'est qui suis-je, c'est la pulsion de vie, c'est l'envie de démarrer, l'envie d'aller de l'avant et de se mettre en mouvement. Ensuite, il y a le principe du feu, qui est donc le désir, la pulsion de vie, qui est donc notamment ce qu'est le champ de la sexualité, mais le désir dans le champ le plus global, c'est-à-dire la capacité de l'individu à avoir une joie simple, à la jouissance du plaisir même de ce qu'est le vivant et la vie. Et c'est en ça où ça participe à la circulation de la vie en soi. Ensuite, il y a l'énergie et le principe de la Terre, qui est non pas le désir, mais l'envie, qui est quelque chose de légèrement différent. Le désir étant une pulsion d'expansion d'éléments, alors que l'envie est une pulsion d'appropriation des choses. C'est-à-dire mon envie de me nourrir, de mon appétence même de la vie et ma capacité à me l'approprier et à la posséder. Puis ensuite, le principe du métal, qui est ma capacité à définir ce qu'est un champ de référence et de territoire, c'est-à-dire la conscience de mon espace vital, la capacité de l'individu donc à constituer cette existence même par sa capacité à poser des limites, et c'est pour ça que ce principe gère par exemple la peau, et c'est elle qui est à la base de la constitution de la notion d'altérité. Et enfin, le principe de l'eau, qui est le principe fondamental du respect et de la préservation fondamentale de soi, avec notamment cette émotion qui lui est associée, qui est la peur, mais la peur positive, c'est-à-dire celle qui permet de poser des limites et d'éviter de devenir quelqu'un d'inconscient et qui se met en péril. Et donc, on a ces 5 fondamentaux qui sont là. Et la sexualité participe de l'un de ces 5 fondamentaux. Elle est juste à un endroit, en fait. La sexualité, elle est juste sur l'élément feu. Voilà, voilà. Mais et c'est là où, en fait, elle n'est pas fondamentale, finalement. Elle est importante pour l'équilibre général des 5 éléments, mais elle n'est pas fondamentale. Elle est fondamentale dans ce qui est perçu. Si vous voulez, si on voulait prendre une analogie, c'est comme quand vous allez à Cap Canaveral ou etc. et que vous voyez le lancement d'une fusée. C'est sûr que le moment où il y a l'explosion, le combustion, les flammes qui sortent et qui font que la fusée s'élève, on va vous dire c'est ça qui est important. Mais ça n'est qu'une partie de ce qui se passe et qui fait que la fusée peut aller dans le ciel. C'est-à-dire que et c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas en premier dans la manifestation des éléments, et etc. Le principe du feu, il est associé à l'été, c'est la deuxième saison. Pour que ça puisse fonctionner, à travers ce que sont les principes physiologiques associés à cette énergie, c'est la vasodilatation, donc c'est la vascularisation. C'est pour ça que c'est sur ce principe-là qu'on trouvera entre guillemets les points Viagra, c'est-à-dire les points qui permettront de relancer un principe de désir de vie. Comment expliquez-vous les troubles liés à la sexualité tels que la perte de libido, si souvent exprimée par les femmes, par exemple? Ce sont des troubles du désir parce que la femme a perdu son champ identitaire premier. Ce sont souvent des problèmes qui arrivent avant le premier enfant est arrivé, que la première maternité s'est faite, la femme s'approprie quelque chose qu'elle est la seule à pouvoir avoir, et malheureusement souvent, elle s'identifie trop fortement à ce rôle-là et elle oublie les autres. C'était encore plus grave à l'époque où les hommes sont un peu plus associés maintenant à toute cette phase qui est la phase de la grossesse, etc., etc. Mais à partir du moment où la femme était enceinte, il y avait une espèce d'exclusion qui était vécue chez l'homme. Et l'homme voyait, rencontrait, découvrait quelqu'un de différent qui n'était plus une femme, mais qui était une mère. D'ailleurs, dans les anciennes trucs, on ne s'appelait plus par le prénom, etc. On s'appelait maman et papa. C'était absolument incroyable comment même sur le plan du vocabulaire, c'était quelque chose qui était nommé. Sauf qu'à travers cette nouvelle identification, la femme allait plutôt vers ces énergies de la terre, qui est celle de l'appropriation et de la possession, d'où son état dépressif quand elle est désappropriée de cet enfant qui lui échappe. Elle était dans un champ territorial qui était un champ différent parce qu'elle devenait une tigresse qui protégeait cette progéniture qu'elle avait mis au monde et qui était quelque chose pour lequel elle se sentait un devoir, de devoir s'oublier elle-même pour pouvoir aller protéger ce principe de vie qui s'appelle l'enfant, etc., etc. Elle constituait une nouvelle identité, mais dans laquelle les énergies du feu
dans laquelle les énergies de la pulsion et du désir, les énergies de la pulsion et du désir sont des énergies qui demandent obligatoirement la capacité à l'insouciance, la capacité au jeu, la capacité à la puissance et à l'impuissance, la capacité à se laisser dominer et pénétrer par l'autre, la capacité à dominer et à pénétrer l'autre, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces jeux-là et ces enjeux-là ont été anesthésiés et mis de côté, ont été enfermés sous une chape de devoirs ou d'images ou d'archétypes ou de croyances ou de peur que quelque chose échappe, qui fait que la femme, à ce moment-là, rentre dans son rôle d'une façon trop puissante et trop forte, et de ce fait-là ne nourrit plus les champs du désir. Or, les champs du désir sont ces champs qui amènent à la pulsion, et qui est à la pulsion, qui est une pulsion de jouissance, dans laquelle on rentre dans une sorte de folie, et qui est une folie qui, à un moment donné, bien sûr, a besoin de s'incarner. Donc, dans votre approche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du féminin de la femme? Mais c'est vrai que, alors, il y a deux champs dans lesquels je vais vous répondre. Le champ officiel, et dans ce que je vais dire à la femme, c'est un champ sur lequel je serai extrêmement prudent parce que nous sommes dans des époques où malheureusement on nous sert une espèce de soupe inimaginable sur ce qu'est la femme et le féminin, sur ces théories comme les théories du genre et un certain nombre de choses sur lesquelles je préfère ne pas donner mon opinion parce que ça me rendrait désagréable. Bien évidemment qu'on ne peut pas s'adresser et on ne peut pas comprendre les symptomatologies féminines et masculines de la même façon parce que les présupposés et les besoins ne sont pas les mêmes. Les structures fondamentales ne sont pas les mêmes. La femme, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans ce sens où elle est capable de porter, d'être porteuse de la vie. Pour porter et être porteuse de la vie, ce qu'un homme ne pourra jamais faire. Elle a aussi un certain nombre de contraintes qui lui sont associées, et notamment, par exemple, la soumission à des cycles de vie. Autant l'homme va être plutôt solaire, autant la femme va être lunaire et va donc être soumise à des cycliques de ce mois lunaire et de ce champ lunaire à travers ce qu'on appelle le cycle menstruel. Et cette soumission à cela est quelque chose qui est extrêmement mal compris et mal vécu, sauf peut-être en Orient, où, par exemple, il faut savoir qu'en Orient, la ménopause, qui est une phase qui n'est pas très bien vécue par les femmes en Occident, en Orient, la ménopause s'appelle le deuxième printemps. On voit bien que déjà, à travers cette manière de nommer la chose, on est dans une conceptualisation qui est profondément différente. Parce que ça n'est pas vécu comme une perte de quelque chose. Ça n'est pas vécu comme la perte de ce rôle archétypique qui est « je suis utile parce que je suis capable de donner la vie ». C'est au contraire quelque chose qui montre qu'on est tout à fait autre chose que simplement ce que l'on croit être, ce rôle, et cette possibilité de donner la vie et d'être mère. On est aussi fille et on est aussi femme à des moments donnés. Et donc, en fonction des moments où la personne vient me voir et en fonction du type de souffrance qui est le sien, je vais essayer de ramener la femme à reconstituer, à recoudre ces pièces du patchwork qui s'étaient peut-être un peu décousues et désolidifiées et à reconstituer quelque chose d'unique parce que ces trois dimensions-là sont fondamentales pour la conscience que la femme a d'elle-même. Et à travers les souffrances qui sont celles du cycle, j'essaierai d'amener la personne à l'amener à s'interroger sur la difficulté qu'elle a peut-être à accepter la notion de soumission. La manière avec laquelle peut-être elle est dans une confusion qui laisse croire qu'être libre, c'est ne pas être soumise à quelque chose. Ça a été c'était toujours un grand choc émotionnel quand j'amenais les individus que j'avais en formation à comprendre que la liberté, ce n'était pas l'absence de règles, mais c'était au contraire l'existence de règles qui étaient librement acceptées et consenties. Et je donne souvent cette image en disant, mais s'il n'y avait pas de code de la route, donc des règles, vous ne pourriez pas vous déplacer sans prendre des risques fondamentaux. Si on peut se déplacer librement, par exemple, dans l'espace de la circulation dans un pays, c'est parce qu'il y a des règles qui s'appellent le code de la route. Et que la liberté n'est pas l'absence de règles, mais c'est l'acceptation profonde de ces règles, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut en faire quelque chose. Donc, pour en revenir sur le féminin, on passe de la soumission au cycle à en faire une force, en fait. Il y a tout un courant aujourd'hui là-dessus qui se refocalise sur faites de votre cycle menstruel votre puissance. Et dans le même temps, pour illustrer vos propos, si
prenons une femme qui souffrirait de douleurs menstruelles très invalidantes. Oui. Dans mon exemple, on va prendre une femme qui aurait eu des examens de laboratoire qui n'aurait rien démontré de représentatif au niveau de troubles hormonaux pour pas partir sur des Oui, hypothèses oui. de sens liées aux hormones, parce que là, on va encore plus loin. Donc, on va partir sur cette base pour les quelques illustrations autour des mots du féminin. Mais donc, il n'y a Oui. pas de troubles hormonaux avérés, mais il y a des douleurs menstruelles très invalidantes. Pour Ben, vous, c'est l'hypothèse. à partir du moment où il y a des douleurs invalidantes, hein, de ce qu'on appelle les troubles de dysménorrhée, qui peuvent aller jusqu'à des mastoses, à des douleurs abdominales, des migraines, etc., etc., nous sommes en présence d'un trouble hormonal. C'est vrai. Parler de l'hormonal ne signifie pas ne parler que de raisons biomécaniques. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que le système endocrinien, c'est le système qui obéit au champ émotionnel et pas l'inverse. On est dans une présupposition. Et donc, la manière avec laquelle la femme se conçoit et la manière avec laquelle elle se conçoit à travers cette nécessité, entre guillemets, à la soumission, est quelque chose qui, si c'est mal vécu, va générer ces troubles-là. On est dans des déséquilibres de la folliculine, on est dans des déséquilibres de certaines progestérones, parce qu'il y a un déséquilibre de positionnement et de posture. On est dans le déséquilibre des énergies de la Terre. Ça, ce sont des syndromes dans lesquels l'énergétique, l'acupuncture ou le shiatsu, etc., va miraculer des personnes à travers le simple fait, de rééquilibrer bien sûr les champs énergétiques. Il y a des points majeurs, comme le point numéro 6 de la rate, le point numéro 36 de l'estomac, qui sont des points qui vont libérer de ces tensions-là, qui sont des points ce qu'on appelle œstrogène-like et folliculine-like, qui vont donc avoir une action extrêmement forte. Il y a des huiles essentielles. Dans l'homéopathie, il y a des choses qui sont fabuleuses pour ça. Qui s'appellent folliculinum, qui sont des choses qui peuvent énormément aider. Et parallèlement à ça, il va falloir que la Mais femme... à ne pas utiliser sans avis d'un spécialiste. C'est pour ça que je n'ai donné aucune prescription et aucune dose. Ouais. Je vous Ouais. nomme les Ouais. éléments, je ne vous dis pas les points, comment il faut les faire, Non, non, ni... on est d'accord. Voilà. Mais il Parce faut que c'est savoir que c'est... puissant. Parce que c'est puissant. Parce que c'est puissant. Parce que c'est Parce que c'est puissant. puissant. On ne s'invente pas, si vous voulez, sur le jour. Mais il faut savoir que ça existe et que ça fonctionne. Et que parallèlement à ça, la femme devra se poser des questions par rapport à ce que c'est son rapport au besoin de liberté, ou plutôt à son refus d'être soumise à quelque chose. On a souvent affaire là à des femmes qui se veulent indépendantes, qui se veulent autonomes, qui se veulent libres, qui se veulent fortes, qui se veulent actives, qui se veulent être capables de faire 50 choses en même temps, qui finalement se veulent plus masculines que féminines dans leur rapport au monde et à la vie. Et qu'il y a peut-être là un hiatus dans la manière avec laquelle on entend ce que veut dire soumission. Parce que soumission est entendue comme esclave. Alors que ça n'est pas de ça dont il s'agit. La soumission, c'est quelque chose qui est porté par une idée de fond qui est que parce que j'accepte que ce processus de vie se fasse en moi, la puissance de cette vie va pouvoir s'exprimer à travers moi. C'est parce qu'il y a un cycle menstruel que les femmes peuvent enfanter. Quand on a des problèmes Oui. d'hypofertilité, au sens où il n'y a rien d'avéré, encore une fois, mais on a des difficultés à être enceinte. Donc, si je tire le fil de ce que vous déroulez par rapport au cycle menstruel, qu'est-ce que vous ajouteriez de plus par rapport à ça? Ben, quelque chose qui est un exemple extrêmement basique et troublant, c'est que les femmes qui ont ces difficultés-là, elles vont essayer soit de faire des FIV, soit éventuellement d'aller vers l'adoption. Et à partir du moment où elles ont accepté de ne pas pouvoir devenir mères elles-mêmes et qu'elles vont vers l'adoption ou etc., vous savez ce qui se passe le jour où elles adoptent ou etc. Elle tombe Voilà. enceinte. C'est la même femme pourtant, c'est le même corps. Qu'est-ce qui a changé? Une seule chose. Elle s'est relâchée et elle a accepté de ne pas surmaîtriser le monde, et notamment son monde intérieur et physique, et de vouloir lui imposer quelque chose. Comment ça se passe biologiquement parlant? La muqueuse utérine a besoin d'un équilibre très spécifique de son pH acide. Lorsque je suis dans un rapport au monde dans lequel je veux surmaîtriser ce monde, je fais monter mon taux de testostérone et je déséquilibre mon pH acide. Ma muqueuse utérine devient trop acide
Elle devient donc dévastatrice pour les spermatozoïdes éventuellement qui ne pourront jamais atteindre l'ovocyte. Et donc on est dans un schéma dans lequel la manière avec laquelle je me pense, eh bien, elle n'est pas abstraite et comme ça. Elle a des conséquences biologiques, hormonales et structurelles, et que c'est elle qui participe à ça. Il faut vraiment réfléchir à cette idée de dire, mais attendez, mais c'est la même femme. Il n'y a qu'une chose qui a changé dans ses paramètres fondamentaux. Lâcher prise. Voilà. Alors, un dernier exemple pour la route. Prenons une femme de 40 ans, pareil, pas de problème, pas de troubles hormonaux avérés, avec de l'acné plein le dos, par exemple. Une femme, Oui, nickel. l'acné est aussi quelque chose qui est en lien avec le système hormonal. L'acné, c'est comme souvent les boutons, l'acné, on la connaît à travers l'acné juvénile. Bah oui, justement, mais pour une femme de 40 ans, on n'est plus… Elle, sur son identité sociale et sociétale, clairement, elle est en train d'exprimer le fait que s'il n'y a pas de bouton là, les choses ont été pacifiées. En revanche, lorsqu'on est au niveau du dos et des épaules, là, c'est quelque chose qui va parler peut-être de ce qu'elle continue à se trimballer, à porter depuis un certain temps, et qui est quand même en train de commencer à lui pourrir et lui infecter la vie. La quarantaine est un âge très particulier, qui est un âge de bascule, dans lequel il y a une nécessité fondamentale à faire la paix par rapport à un passé qu'on va laisser de côté. Parce qu'on est à un premier moment d'un bilan intermédiaire de vie, c'est ce qu'on appelle un défi uranien dans ce qu'on appelle les champs et les époques et les périodes de vie. Et 40-42 ans, c'est le défi central à travers lequel l'individu va faire un premier bilan de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et si jamais le constat que j'ai, c'est que je continue à porter des choses qui finalement pourrissent en moi, sur mes épaules, ça va sans doute se traduire par une nécessité à ce que je l'élimine et donc que je tourne un certain nombre de pages. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme autre illustration typiquement féminine? Les kystes aux ovaires, mais là on retourne sur du cycle menstruel en fait. Oui, c'est ça, on retourne sur la problématique de l'enfantement. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de cette latéralité que vous nous avez soulignée comme très importante et très soumise à Oui, mauvaise parce que interprétation? j'ai d'ailleurs été un des premiers, voire même il y a 25 ans, j'étais à peu près le seul à dire ça, à part quelques écrits que je suis allé chercher, comme chez Annick de Souzenel, etc. Mais sinon, j'étais un des premiers à dire, attention, la latéralité droite dans le corps, lorsqu'il s'agit d'un symptôme, elle n'est pas masculine, mais elle est féminine. Et donc, bien entendu, ça a été d'élever le bouclier partout. Et donc, je suis allé chercher dans tous les éléments existants, que ce soit la physiologie, la psychologie, la spiritualité, etc., pour vérifier et valider ce que moi j'avais constaté à l'aune d'un certain nombre de milliers de consultations. Très globalement, lorsque ça se passe dans le corps humain, c'est-à-dire que si je me cogne ou que je suis malade sur un côté droit de mon corps, c'est en lien avec la dimension yin et ça va parler de quelque chose en tension avec la dimension féminine et la symbolique maternelle. Si je me blesse ou que j'ai mal du côté gauche du corps, ça va être en lien avec la symbolique paternelle et masculine. Parce que c'est après la naissance. Parce que c'est dans le monde de la densité, du manifesté, de l'ici et maintenant, et c'est après la naissance. On est dans ce qu'est le champ de la densité. Dans le physique, quand on observe aujourd'hui, ce qui véhicule le sang yang, chaud, artériel, rouge, c'est le ventricule gauche. L'aorte abdominale, qui est celle qui véhicule le sang artériel, est à gauche dans le corps. Et ce qui véhicule le sang veineux, qui est le sang bleu passif, yin, est à droite. Et c'est le ventricule droit du corps qui véhicule ça. Au-delà même de cela, la latéralité gauche du cerveau, elle est plutôt masculine, elle est plutôt rationnelle et organisée. La latéralité droite est plutôt spatiale et artistique, et elle est plutôt féminine. Donc, dans ce qui est la réalité physiologique, la gauche est masculine, yang, et la droite est féminine. Dans ce que sont les champs du psychique, là, on est dans quelque chose qui est différent. Il y a effectivement un retournement qui se produit. On va me dire, ah oui, mais c'est vrai dans le corps aussi, à travers les retournements au niveau du cerveau, puisque le cerveau gauche commande la partie droite du corps. Sauf que ça n'est pas ce système nerveux-là
qui fonctionne dans les symptômes ou dans les actes manqués, mais le système neurovégétatif qui, lui, n'est pas croisé, n'est pas câblé, et qui est donc du sommet du crâne à la pointe des pieds, gauche entièrement à gauche et droite entièrement à droite. C'est le système nerveux moteur qui, lui, est croisé et câblé. Et ce retournement-là, il se fait à travers le champ qui est le champ du psychique ou du subtil. Si on rêve, je me tords la cheville droite, ça parle effectivement de quelque chose qui est en lien avec du masculin. Mais si dans la réalité, je me tords la cheville droite, ça parle de quelque chose qui est en lien avec du féminin. Au-delà même de cela, dans ce qui est le champ, on va dire, psycho-énergétique et de la médecine traditionnelle chinoise, on parle de ça même avant la naissance. C'est-à-dire qu'on dit qu'avant la naissance, dans ce que sont les champs, ce qu'on appelle du ciel antérieur, la droite est masculine, la gauche féminine. Mais qu'au moment de la naissance, il y a un retournement qui se produit et qui fait que dans le ciel postérieur et l'ici et maintenant, la gauche est masculine et la droite féminine. Alors, par exemple, un enfant qui naîtrait avec une paralysie obstétricale à un bras. Oui. Et bien là, on est en lien avec quelque chose qui a à voir avec du féminin, parce que c'est quelque chose qui s'est constitué avant la naissance. Donc, si c'est à droite, si c'est son bras droit, on sera sur du féminin. Ça parle du masculin. Ça part du masculin, parce que c'est constitué avant la naissance. Avant la naissance. Nous avons un enfant qui naît avec une oreille droite plus grande que l'oreille gauche. Ça veut dire qu'il est venu et qu'il s'est incarné donc pour entendre de façon privilégiée et préférentielle son père. Parce que la constitution s'est faite dans le champ intra-utérin, avant la naissance. Mais après la naissance, d'ailleurs le fœtus se retourne pour naître. Après la naissance, si cet enfant a une otite à l'oreille droite, ça va parler qu'il a du mal sans doute à entendre ce qui vient de sa mère. Ce qui n'est d'ailleurs pas antinomique, puisque s'il a choisi de venir avec une oreille gauche favorable au père, il va avoir du mal à entendre ce qui vient de sa mère. Et donc, lorsqu'on analyse un symptôme qui s'est constitué ou un traumatisme dans l'ici et maintenant, eh bien, il faut prendre comme latéralisation le côté gauche du corps en symbolique masculine et le côté droit du corps en symbolique féminine. Lorsqu'on analyse un rêve, un monde onirique, ou qu'on fait de la psychomorphologie, ou qu'on analyse des structures qui se sont créées anté-naissance, donc phase intra-utérine, voire plus transgénérationnelle, transmission particulière, naissance avec un handicap, etc., il faut prendre la latéralisation droite masculine, gauche féminine. D'accord, c'est très clair. Et si notre entretien ne devait reposer que sur une seule question, laquelle souhaiteriez-vous qu'on vous pose? Ça, c'est une question difficile. Déjà, je n'aimerais pas qu'on me pose celle-là. Désolée. Ouais, votre message. Votre message, c'est avez-vous confiance dans la vie? Et je pense que je répondrai avec un grand sourire oui, parce qu'elle me démontre chaque jour combien elle fonctionne bien. Comment faire pour que les gens qui sont autour de vous aient eux aussi cette sensation de confiance en la vie? Accepter dans un premier temps de ne pas tout comprendre et de ne pas tout maîtriser, c'est ce qui est la condition sine qua non pour qu'elle puisse recirculer librement en nous. À partir de ce moment-là, nous pourrons l'accueillir et quand nous l'accueillons, elle est très généreuse. Vous voyez, elle n'était pas si terrible ma question. Je vous remercie Michel Odoul, c'était vraiment très très chouette. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à cet entretien ou... Non, je vous remercie d'avoir envie qu'il se passe parce que évidemment, vous avez pu le voir, je suis ravi et profondément animé d'un désir de dire finalement à tout le monde, allez-y, vivez, arrêtez de perdre votre vie à avoir peur d'elle, accueillez-la et faites-en quelque chose, elle n'attend rien d'autre de vous. Merci. Merci pour votre message. Effectivement, on a bien besoin de l'entendre et je suis ravie de pouvoir contribuer à le diffuser. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Je n'hésiterai pas à vous recontacter
C'était un plaisir Avec de grand passer ce plaisir. moment avec vous. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Au Au revoir. revoir. Au revoir.